Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau cours qui va être consacré au chakra et au corps subtil. Alors ce cours est un petit peu particulier puisqu'il sera libre de droit. Vous aurez la possibilité de le partager, il sera d'ailleurs publié sur ma chaîne YouTube. La raison de ce partage, c'est qu'il fait référence en fait à des cours que j'ai reçus et que j'ai également enseigné en fait dans un yoga qui s'appelle Sahaja Yoga. Ce yoga a une particularité qui est que l'ensemble des formations qui y sont dispensées le sont obligatoirement gratuitement. Donc vous trouvez des centres un petit peu partout dans le monde et en France, dans les principales villes. Vous pouvez consulter le site sahajayoga.fr pour avoir plus d'informations sur le sujet, si vous voulez pratiquer et en savoir plus sur ce yoga. En fait, le principe de base de ce yoga, c'est qu'on ne peut pas payer pour quelque chose qui est naturel. Et c'est un petit peu comme si vous demandiez à la terre combien vous deviez la payer pour pouvoir qu'elle fasse pousser quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, ce yoga, pour respecter en fait ce que j'y ai appris, et voilà, je ne peux pas faire payer ce cours-là. Donc ce cours va être un petit peu particulier, il va toucher un petit peu de spirituel également, puisque le yoga, c'est l'union on va dire, du sacré qui est à l'intérieur de nous avec le sacré qui est à l'extérieur de nous. C'est cette union que l'on appelle le yoga. Et Sahaja, pourquoi Sahaja pour ce nom de ce yoga? Parce que Sahaja, ça signifie spontané. En fait, je vais vous enseigner le b.a.-ba de ce yoga et surtout vous permettre de pratiquer une expérience que l'on appelle l'expérience de l'éveil de la Kundalini. On appelle aussi l'expérience de la réalisation du soi, parce qu'on va réaliser notre soi, qui est notre véritable identité. Et c'est cette expérience-là qui va vous conduire très facilement dans un état de méditation. Donc voilà, plutôt que de pratiquer des mois et des mois de travail acharné et essayer d'arrêter nos pensées, ce qui est vraiment souvent très compliqué, vous allez voir qu'avec très peu de pratique et juste cet exercice tout simple qu'on va faire à la fin de ce cours, vous serez normalement capable d'aller spontanément dans un état de méditation. Donc voilà pourquoi je souhaitais faire ce cours et le partager avec vous en tout cas sur cette formation donc, de bioénergie. Donc on va commencer tout de suite par un petit rappel en fait. Donc sur ce module 1 que nous sommes en train donc, de voir ensemble, on a vu donc dans le premier cours comment fonctionnait notre champ vital, notre biochamp, comment on pouvait le tester et qu'est-ce qui pouvait l'influencer. Ensuite nous avons vu également que dans ce biochamp il y avait différents plans, des plans horizontaux, des plans verticaux et latéraux, que ces plans pouvaient bouger les uns par rapport aux autres en fonction encore une fois de notre environnement et de certains paramètres. Le troisième cours de ce module, donc aujourd'hui, va être, comme je l'expliquais, consacré donc au chakra et au corps subtil. On va commencer à y aborder des notions d'énergie et des choses qui vont être après utilisées, notamment parmi les cours vraiment où on va rentrer dans le vif du sujet vraiment de la bioénergie, de comment rééquilibrer les gens. Donc voilà, ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui va prendre du sens également plus tard, lorsque l'on va rentrer plus profondément dans ce sujet. Et puis le dernier cours du module 1, qui sera donc le prochain, sera lui consacré au clair ressenti, c'est-à-dire comment ressentir directement en vous-même, au niveau de votre énergie, au niveau de vos chakras, voir comment l'énergie va bouger, comment l'énergie va stagner parfois et va bloquer, et vous permettre en fait de faire très rapidement, je pourrais dire un diagnostic, ou en tout cas spontanément vous aurez des informations vous permettant d'aller voir ce qui ne va pas, sur un lieu, sur une personne. Voilà, je ne rentre pas dans le détail maintenant, ce n'est pas le but du cours, mais c'était juste pour vous donner un petit avant-goût. Donc aujourd'hui, donc, le sommaire donc, sur les chakras et le corps subtil, donc on va voir ça en plusieurs parties. On va commencer par une description de qu'est-ce que le corps subtil, qu'est-ce qui le compose, comment il fonctionne. On verra qu'il est en fait composé principalement de 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est 3 canaux qui donnent un peu un aperçu, comment je pourrais dire ça, vertical. C'est ce qui va nous permettre de monter bien droit, on va dire ça comme ça, un peu comme les 2 pendants d'une échelle. Et puis on a les chakras, 7 chakras qui votent un petit peu les barreaux de cette échelle. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de monter après en fréquence et d'utiliser cette échelle quand elle est bien droite, donc voilà, pour nous élever dans les vibrations. On va aborder donc quelques généralités sur les chakras, voir qu'est-ce qui les compose, ils sont faits de quoi, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils représentent. Et puis on finira avec la Kundalini, qui est une énergie très particulière, qui se trouve à l'intérieur de chaque être humain. Et on va voir comment est composée cette énergie et comment est-ce que l'on peut lui demander très simplement de s'éveiller en nous et de nous permettre de rentrer dans cet état de méditation dont je vous parlais précédemment. Donc voilà un peu le plan du cours pour aujourd'hui. On va pouvoir démarrer tout de suite avec donc une description donc, du corps subtil.
Le corps subtil, donc, voilà, ce schéma représente en détail en fait comment nous fonctionnons sur un certain niveau déjà énergétique. On verra que c'est quand même assez différent de ce que l'on va apprendre par la suite en bioénergie, même si on y retrouve pas mal de grands fondamentaux. Mais ici, c'est quand même extrêmement simplifié, justement pour nous permettre d'avoir un concept très simple d'accès, très clair, voilà, très facile à comprendre. Euh, donc, comme je l'ai expliqué, ce schéma est composé de trois canaux. On a un canal gauche, un canal central et un canal droit. Nous avons 7 chakras qui sont également ici, et puis on retrouve la Kundalini qui est située tout à la base de la colonne vertébrale, dans l'os triangulaire que l'on appelle le sacrum. Donc voilà pour symboliquement donc, représenter ce corps subtil. Alors, les trois canaux, à quoi ils servent et qu'est-ce qu'ils représentent? Tout d'abord, nous avons le côté gauche, que l'on appelle le canal yin également, notre côté féminin. Euh, Ça va représenter, on va le voir, tout notre côté émotion. On a également notre côté droit, qui est notre canal yang, qui lui va représenter notre côté beaucoup plus action. Et puis nous avons le canal central, qui est là, et la voie du juste milieu, comme disait Lao Tzu, qui est le juste équilibre, qui est là, en fait la sortie de la dualité qu'il y a entre le yin et le yang. Donc c'est vraiment la voie de l'évolution et là où il fait bon être. On va rentrer un petit peu plus dans le détail pour aller approfondir ces connaissances au niveau donc, de ces trois canaux. Euh, Déjà un aspect fondamental qui est qu'on a tous un canal de prédilection, ce qui fait que chacun d'entre vous, on a un canal qu'on va utiliser plus facilement, sur lequel on est plus naturellement posé. On va utiliser cette énergie plus naturellement. Quelqu'un qui va être à gauche, sur le canal gauche principalement, et quelqu'un qui va être tendance à être un petit peu léthargique. Quelqu'un qui va être sur le côté droit va être quelqu'un qui va être un peu plus en train de bouger sans arrêt. Voilà, donc c'est soit côté plus yin, soit côté plus yang. Alors, il existe quelques personnes équilibrées qui sont entre les deux. Je vous souhaite d'en faire partie. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, on va aborder notamment en bioénergie comment corriger ces déséquilibres et comment faire en sorte qu'on retrouve ce centre. Donc la chose que je voulais ici vous pointer du doigt, en fait, c'est que ces trois canaux, lorsque l'on a un canal de prédilection, on va supposer qu'on est plus globalement sur le côté droit, plus actif, ce qui est la plupart du temps le cas de beaucoup de personnes en Occident. On a une société française ou occidentale qui est vraiment très axée sur ce côté droit, on est toujours en train de courir. J'invente rien, c'est boulot, métro, dodo. Et on passe notre vie en fait à être stressé, speedé, très tôt le matin dès qu'on se réveille. Voilà, donc on passe notre journée le pied sur l'accélérateur quelque part. Et puis quand on rentre le soir, on est généralement KO. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'avachir, j'ai envie de dire, sur le canapé. On va prendre pourquoi pas un verre d'alcool et se laisser aller pour avoir un espèce de contre-coup et récupérer de sa journée. Ce contre-coup, en fait, c'est quoi? C'est un espèce d'effet de balancier pour que l'on puisse retrouver notre équilibre. On ne peut pas rester indéfiniment sur un canal. On a besoin de passer sur l'autre pour se rééquilibrer et au bout d'un moment arriver à trouver ce qu'on appelle le juste milieu, à toucher du doigt le bon équilibre. Donc ce qui se passe, c'est que, imaginez que vous avez un pendule et que vous prenez un pendule que vous venez décentrer, quand vous relâchez ce pendule, il va se mettre à osciller. Donc c'est un pendule qui va être axé du côté droit, si je le relâche, il aura tendance à passer du côté gauche. C'est exactement ce qui va se passer dans votre vie quotidienne, ou si vous appuyez trop sur l'accélérateur, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous allez partir sur les canaux opposés. Et si vous ne laissez pas faire ce mouvement-là, si vous vous obligez à rester à droite en prenant des stimulants, ou en masquant des symptômes que votre corps va vous montrer, comme quoi il est fatigué, qu'il a besoin aussi de se reposer, et ben on va tout droit dans le mur sur des burn-out ou sur des choses comme ça, où là d'un coup, tout va s'écrouler et on va s'effondrer sur notre côté gauche pour rattraper l'excès du côté droit vers lequel on aurait été. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne sur le plan global. À noter que plus on va s'éloigner de ce juste milieu, justement, et plus on va être mal en nous-mêmes. Voilà, donc le but est vraiment d'essayer de trouver ce centre. On va aborder beaucoup plus de détails maintenant. On va commencer par le côté gauche. Donc ce canal gauche, on l'appelle également le canal lunaire, en référence donc voilà, à l'astre lunaire, qui a cette particularité de ne pas renvoyer sa propre lumière, mais de réfléchir à la lumière du soleil. Donc c'est une lumière qui est indirecte, qui est très douce, qui est très maternelle, voilà, qui représente bien ce côté yin, qui est représenté donc par le côté gauche. Le thème sanskrit pour ce canal, c'est le Ida Nadi. Voilà.
Nous avons le Ida Nadi pour le côté gauche, on a le Pingala Nadi pour le côté droit et le Shushumna Nadi pour le canal central. Voilà, ce sont les 3 noms sanscrits qui sont utilisés par la tradition indienne. Ces 3 canaux représentent également, j'ai oublié de marquer dans le PowerPoint, mais 3 canaux qui sont très bien connus en médecine, puisqu'on a le canal sympathique droit, sympathique gauche, et le canal central, c'est celui qu'on appelle le canal parasympathique, ou aussi appelé le système autonome. Donc ce canal gauche, lorsqu'il va être dans son accès, il aura tendance à s'humidifier et à se rafraîchir. Par exemple, quelqu'un qui va être très à gauche va être quelqu'un qui va être beaucoup dans les émotions, souvent triste, qui va se mettre à pleurer. Donc on retrouve cette notion en fait d'humidité, d'un peu de noirceur, on broie du noir, etc. C'est tout ce qui est lié au subconscient. Ça va être lié au principe féminin. Quelqu'un qui a un bon côté gauche, c'est quelqu'un qui a vraiment qui a pu développer ses qualités féminines en lui. Alors qu'on soit un homme ou une femme, on a besoin de ces qualités féminines. Il faut arriver à avoir un équilibre encore une fois entre les deux. Et voilà, c'est-à-dire avoir de la patience, avoir de l'écoute, être quelqu'un qui sait vivre dans ses émotions, etc. C'est également un canal qui va être lié au passé. Les gens qui sont sur ce côté gauche sont souvent des gens qui sont tournés vers le passé, qui vont ressasser ce qui s'est déjà passé, qui vont voilà, être souvent perdus dans leurs pensées, mais côté passé. On va y retrouver donc toute la partie sensibilité, l'intuition par l'intuition féminine aussi, voilà, c'est quelque chose qui nous vient de ce canal-là. Et on va retrouver également la naissance de tous nos désirs, de nos émotions. Donc c'est là que tout prend place. Donc c'est vraiment souvent le point de départ de beaucoup de choses, puisqu'on voit le canal central, c'est le canal de l'action. Il ne peut pas y avoir d'action tant qu'il n'y a pas eu un désir au début. Si je veux ne serait-ce que lever mon bras, il faut déjà que j'ai un désir de lever le bras, et seulement après, mon bras peut se mettre en marche, et l'action peut prendre place. Donc il y a d'abord un principe de désir avant qu'il y ait un principe d'action. Donc c'est vraiment une base très importante. Ce côté gauche prend naissance dans le premier chakra, donc je borderai dans un instant. Il va se terminer en fait en cul-de-sac, il va monter ici le long du côté gauche et se finir dans l'encéphale droit du cerveau. Il représente en fait ce que l'on appelle le super-ego, en opposition à l'autre encéphale qui est l'ego, qui représente en fait tous nos conditionnements. Donc les personnes qui sont beaucoup sur ce côté-là sont des personnes généralement qui sont plus axées sur les conditionnements, qui font les choses un peu toujours de la même façon, qui réfléchissent que d'une certaine façon, qui ont des règles comme ça précises, hein, voilà, tout ce qui est... sachant que les conditionnements, ça peut aller très loin, on avait déjà abordé le sujet dans des cours passés, mais quand on est dans un pays, on va avoir une certaine mentalité, on va attraper le conditionnement du pays. Par exemple, ici en France, on a une forte tradition judéo-chrétienne, que l'on aille ou pas à l'église, elle est imprimée en nous, de par simplement vibratoirement l'impact que cette religion a eu sur le pays. Et donc on va avoir un sentiment, pour en prendre un parmi d'autres, mais on va être très sensible au fait de pouvoir culpabiliser facilement. Parce que dans l'église catholique, on est souvent des pécheurs, et voilà, encore une fois, même si on n'est pas épié au catéchisme ou à l'église, ben inconsciemment, on a une facilité à se sentir coupable, beaucoup plus que dans des pays, on va dire, si vous allez en Afrique, si vous allez peut-être en Chine, voilà, ils auront d'autres problèmes, mais beaucoup moins ce blocage-là. Donc voilà, pour vous montrer quelques exemples de conditionnement. On a des conditionnements familiaux, on a des conditionnements voilà, à tous les niveaux, et qui sont vraiment très très importants. Donc prendre conscience de son côté gauche et de ses conditionnements nous permet justement de dégonfler un petit peu ce ballon qui est ce super-ego, et va nous aider à trouver ce canal central. Ce canal gauche, en fait, on va trouver sur son extrémité, donc plus on va sur le côté gauche et plus on va les sombrer dans ses extrémités, des personnes qui sont dominées. Des personnes qui ont tendance, souvent c'est des personnes qui vont avoir un chef souvent très autoritaire, ou un mari, ou une femme très autoritaire, qui ont besoin d'être, qui sont un peu rassurés comme ça aussi quelque part. Des gens qui peuvent se faire marcher dessus très facilement. En fait, c'est aussi inconsciemment souvent un blocage qui vient du fait que celui qui est dominé, c'est le gentil, alors que celui qui domine, c'est le méchant. Ça n'a rien à voir avec la réalité. On verra que je pense qu'il y a, enfin en tout cas c'est mon opinion, il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Les deux sont deux extrêmes et il faut trouver le centre en fait, qui est au-delà de cette dualité. Donc les personnes qui vont être dominées auront l'impression d'être plus gentilles,
et d'attirer la sympathie des autres, d'attirer l'amour des autres. Donc les gens qui sont en manque d'amour souvent auront tendance à avoir cette position-là, pour combler cette partie-là. On aura des personnes qui vont être extrêmement léthargiques, pas de motivation pour faire des choses, qui n'ont pas envie de se lever le matin, voilà, etc. Et puis on va retrouver des personnes qui vont être également, qui vont rentrer en dépression, qui ne vont pas bien du tout, tout va mal, ils boivent du noir, voilà, ils voient systématiquement le côté négatif des choses. À l'opposé, quand on regarde maintenant les personnes qui vont être plus axées sur le côté droit, on va retrouver des personnes qui sont plus en lien avec, on va dire, l'astre du soleil, le côté yang, le côté chaud, sec. C'est un canal qui aura tendance à s'échauffer et à s'asséchir. Les personnes qui sont à droite, on dit qu'elles sont sans cœur, elles sont très sèches de caractère. Donc voilà, des termes qui désignent bien des personnes qui sont sur ce canal-là. On va être lié cette fois à ce qu'on appelle le supraconscient, ou l'ego. Donc c'est l'espèce de ballon jaune qui vient cette fois ici dans l'autre encéphale, qui vient donc recueillir l'extrême quantité d'énergie que l'on aura déployée dans ce canal. Donc plus on va dans cet extrême du côté droit, plus on va faire gonfler notre ego. On a l'impression que c'est nous qui faisons tout, qu'on est le plus fort, le meilleur, que si on n'était pas là, rien ne se ferait, etc. Donc c'est un principe très... ici on rentre sur un principe qui est beaucoup plus masculin, de faire les choses, voilà, d'être dans l'action, d'être dans le futur, dans la planification. C'est des personnes qui sont tournées beaucoup vers l'avenir, qui cherchent à tout contrôler, à se dire, bon, demain je vais faire ça, après-demain ça va être comme ça je vais m'y prendre comme ça, et comme ça, etc. Donc ils vivent beaucoup dans cette hyper-planification sur le futur. On va y retrouver aussi des personnes qui sont généralement avec beaucoup de pensées, beaucoup de calculs, beaucoup de raisonnement, beaucoup d'intelligence aussi souvent derrière. Voilà, donc, tout ça, ce sont des choses qui vont venir typiquement du canal droit, du côté droit. Alors sur cet extrême du côté droit, on va devenir, à l'opposé du côté gauche, c'est-à-dire on va devenir dominateur. On aura tendance à écraser les autres pour réussir. Et puis on n'a aucun scrupule à le faire. On se dit que si les autres veulent se laisser écraser, pourquoi pas, hein, ils ont qu'à se défendre et qu'à pas se laisser faire s'ils ne sont pas d'accord. Donc s'ils ne veulent pas se respecter eux-mêmes, pourquoi les respecter? C'est des personnes qui vont être très irritables, qui vont être en colère très facilement. On va retrouver des personnes qui vont être également très impatientes, qui ne savent pas rester en place 5 minutes sans bouger. Vous leur demandez de méditer 5 minutes comme ça, de rester assis, ils vont dire quoi, 5 minutes assis sans rien faire, mais c'est pas possible, je vais devenir fou. Donc voilà, ça ce sont des personnes typiquement qui sont sur le canal droit. Bon, je décris ici un peu des stéréotypes, hein, on n'est pas tous dans des extrêmes aussi poussés, mais voilà, ça donne un petit peu le ton de ce que peut être le canal central, pardon, les extrémités du côté droit et du côté gauche. On va aborder maintenant la partie du canal central qui est, on va dire, le Saint Graal, hein, c'est vraiment arriver à trouver cette voie du juste milieu, c'est juste le paradis, il n'y a pas d'autre mot. J'abordais les questions ici du super-ego et de l'ego, à savoir ces deux ballons qui viennent en fait bloquer quelque chose ici, et créer en fait une barrière qui est génératrice de pensée, d'activité mentale et de moi-je. Le but du yoga en fait et de la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est d'arriver à dégonfler un petit peu ces ballons d'ego et de super-ego, et puis à laisser passer à travers cet espace, créer en fait une énergie qui s'appelle la Kundalini, que je vais vous décrire dans un instant, et qui nous permet d'accéder en fait à un état de conscience qui est au-delà des pensées. Alors pourquoi et comment aller au-delà des pensées, ça sert à quoi? Donc je vais essayer de raconter une petite histoire, quelque chose qui va vous faire comprendre en fait un petit peu mieux qui on est profondément. Souvent on s'identifie à son corps physique, on se dit bah oui ça c'est moi, je suis né, je suis incarné comme ça, j'ai un cœur, j'ai un cerveau, j'ai un squelette, etc. Et on s'identifie à ce corps. On va aussi s'identifier beaucoup à nos pensées. On va se dire, le moi-je pense donc je suis, donc voilà, ça c'est moi. Et toutes mes pensées, c'est moi. Et on se dit à longueur de journée, je suis ci, je suis ça. Quand on nous demande, qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se présenter, je suis un tel, j'ai telle position sociale, j'ai tel métier, et on va se cataloguer dans plein de choses différentes. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est ce qu'on appelle notre ego. C'est le moi-je, c'est celui qui pense être, mais qui n'est pas en fait. La véritable identité se trouve ailleurs. Pour symboliser en fait qui on est réellement, je vais faire un petit parallèle. Imaginez qu'il y a un carrosse qui circule un peu dans l'ancien temps, un carrosse avec un cocher qui est là, avec un fouet dans la main, et puis un frein dans l'autre main pour pouvoir soit accélérer, soit freiner la fougue des chevaux qui sont lancés devant. Et il peut choisir avec ses rênes d'aller un coup à droite, un coup à gauche, quand il y a des carrefours, c'est lui qui choisit quelle route prendre.
c'est lui qui choisit, voilà, qui prend quelque part, on va dire, toutes les décisions. Et c'est lui qui va dire, ben moi, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais tout, et c'est moi qui contrôle mes passions, mes émotions, tout ce qui est cheval. Le canal droit, ça va être le fouet qui permet de mettre un coup de cravache et d'avancer plus vite. Le canal gauche, ça va être plus le frein pour calmer les choses et voilà, mettre un petit peu de ligne quelque part. Voilà, c'est lui qui gère tout ça. Et on peut se dire qu'effectivement, et puis le carrosse représentant le corps humain, on se dit, ben voilà, tout ça c'est moi, ça représente qui je suis. Et on pourrait s'arrêter là et se dire, bah oui, effectivement, ça représente bien qui je suis, sauf que ce que l'on oublie, c'est que celui qui pilote quelque part, enfin qui gouverne quelque part ce carrosse, c'est pas du tout le cocher. C'est celui qui est rentré à l'intérieur du carrosse, qui est on va dire, je sais pas comment dire, le seigneur, on va dire, qui est dans le carrosse, et qui lui demande à son serviteur, bah, je veux aller à tel endroit. Donc si vous êtes, je sais pas, au sud de la France et vous voulez aller au nord de la France, bah, vous dites, bah, juste, je veux aller au nord. Vous n'allez pas forcément dire, je veux passer par là, à telle vitesse, faire ci, ça, ça. Ça, les détails, c'est pas ça ce qui est le plus important. Vous allez juste indiquer le cap, la direction, la boussole, en disant, voilà, je veux être à telle heure, à tel endroit. Et point barre. Et ensuite, vous regardez défiler le paysage et vous êtes témoin des choses. Et c'est le cerveau, c'est cette espèce de cocher qui va donc prendre après les choses en main et qui va faire en sorte que vous arriviez à bon port. Donc ça, c'est votre véritable identité. Et ça ne se situe pas dans la tête, ça se situe au niveau du cœur. Ça se situe dans ce qu'on appelle une zone, enfin c'est ce que l'on appelle l'esprit. Et cet esprit, alors je dis esprit, c'est au sens, en fait c'est en anglais, c'est une traduction anglaise, on dit spirit, l'essence des choses. Notre essence, on pourrait dire ça comme ça, notre âme, on peut peut-être l'appeler comme ça aussi. Voilà, c'est notre véritable identité profonde qui se trouve ici. Et arriver finalement à ne plus s'identifier à ce corps physique, à ne plus s'identifier à ses pensées, mais à voir qui on est réellement, c'est vraiment la source qui nous permet de comprendre qui on est. Et on n'y arrive que par un seul moyen, c'est par la méditation. C'est impossible au cerveau de comprendre qui on est. Il ne peut pas. Il tourne en boucle. Il y a un bug quelque part. C'est pas possible pour lui d'accéder à cette partie-là. Donc il faut le calmer. Il faut arriver à lui redonner sa juste place de serviteur. Et seulement là, le maître peut se réveiller en nous. Et on peut vraiment découvrir qui on est réellement. Alors je vais vous montrer une petite vidéo. Enfin une vidéo. Dans un premier temps, une petite animation qui permet de vous montrer en fait comment fonctionne cet éveil de cette énergie de la Kundalini et comment elle va passer à travers ces différents chakras pour venir en fait nous connecter et nous permettre de rentrer dans cette état de méditation, d'aller au-delà du cerveau, au-delà d'une capacité de logique et de raisonnement et d'accéder à une dimension qui est bien plus profonde et bien plus large. Le cerveau n'a aucune capacité d'aller si haut. Voilà, donc je reprends ici maintenant le cours où on va aborder maintenant la partie des chakras. Donc nous avons, pour faire simple, 7 chakras principaux. Il existe en fait un très grand nombre de chakras. Il en existe, on va dire, des chakras principaux, des chakras secondaires, mais il y en a en fait beaucoup plus. On va dire que, pour vous montrer qu'est-ce qu'un chakra, il faut comprendre qu'en physique, lorsque vous avez un fil conducteur qui laisse passer un courant, vous avez obligatoirement un champ électromagnétique qui est généré. Et si vous croisez deux fils entre eux, vous allez créer en fait un phénomène de vortex. L'énergie en fait va créer un tourbillon, un vortex d'énergie, et ce vortex, c'est ce qu'on appelle un chakra. Un chakra en sanskrit, c'est une roue d'énergie. Donc c'est un phénomène physique tout à fait basique, et en fait tous nos chakras sont superposés sur des zones de plexus nerveux où beaucoup de nerfs vont se croiser. Donc dans le corps, à chaque fois que vous avez deux nerfs qui se croisent, potentiellement vous avez un chakra. Donc il y en a partout dans le corps. On en a, je dirais, sans doute des milliers. Mais il y en a quand même 7 principaux qui ont vraiment qui ont quelque chose de plus précis, comme les 7 notes de musique ou les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà, c'est pas pour rien que cette gamme existe. C'est un chiffre clé, et voilà, ces 7 chakras principaux vont nous montrer des choses assez essentielles. Les chakras, donc, comme je l'expliquais, sont sur des nœuds nerveux, ils sont également en relation avec des glandes. Donc chaque chakra, on va retrouver une glande, et cette glande, c'est ce qui va contrôler tout le système endocrinien du corps. Donc ça signifie que ces chakras vont être en mesure de changer la chimie du corps. On va pouvoir sécréter tout un tas de choses pour que notre corps, donc ça veut dire qu'on a un lien entre l'énergétique et le physique. C'est essentiellement par ce lien que des liens, comment je peux dire ça, des impacts vont avoir lieu physiquement
sur tout ce qui va se passer au niveau énergétique. On abordera cette notion-là encore plus en détail, bien sûr, dans la partie bioénergie, mais voilà, déjà on aborde cette notion au niveau des chakras. On retrouve donc ces chakras qui vont ressembler en fait à des tubes, à des vortex d'énergie, donc il faut imaginer une espèce de tubes comme ça qui partent devant. C'est la raison pour laquelle je me demandais de ne pas tester son biochamp en main nue sur le devant du corps, parce qu'on pourrait se mélanger les pinceaux avec les sensations justement des chakras. Donc si vous avez commencé à développer votre clair ressenti, vous verrez que vous pouvez sentir vos chakras. Quand vous passez la main devant le chakra du cœur par exemple, voilà, on peut arriver à sentir un cône d'énergie qui fait plusieurs mètres parfois devant, et donc soi-même on ne peut pas tester forcément la limite de son propre chakra, on peut le tester beaucoup plus facilement sur les autres, et donc on peut arriver à sentir donc la distance qu'ont les chakras, et on peut les activer, on peut les rétrécir, donc suivant comment on va mettre notre attention dessus, on va pouvoir les booster ou au contraire les calmer. Idéalement, il faut qu'ils soient vraiment de manière, on va dire, plutôt régulière, pour qu'ils soient équilibrés. Donc voilà, ces tubes, ces vortex d'énergie sont palpables avec le clair ressenti que l'on a déjà abordé dans les cours précédents. Chaque chakra va être associé également à des qualités principales, c'est-à-dire que lorsque vous développez cette qualité, le chakra va vibrer en même temps sur cette qualité-là. Donc vous allez l'aider en fait à se renforcer et à mieux tourner et être plus ouvert, on va dire ça comme ça. Il faut voir chaque chakra comme une porte en fait qui va permettre à cette Kundalini de passer. Et plus la porte va être grande ouverte, plus la Kundalini va pouvoir monter avec force, et plus on va être connecté et plutôt haut en énergie et être voilà, plutôt bien. Donc idéalement, il faut apprendre on va dire, ouvrir ces chakras, c'est-à-dire à débloquer les nœuds qu'il peut y avoir, et ça passe par une prise de conscience de comment développer des qualités que l'on doit avoir à l'intérieur de nous. Voilà, donc on va regarder ça un peu plus en détail. Voilà donc les 7 chakras qui sont présents sur ce schéma, sur ce dessin. Donc on retrouve le premier chakra qui va être en fait en relation avec la qualité d'innocence, de sagesse. Pour savoir ce qu'est un premier chakra qui est bien équilibré, c'est très simple, regardez un enfant. Regardez-le jouer dans une flaque d'eau, une flaque de boue, avec n'importe quoi, un papier cadeau ou plus qu'un cadeau lui-même. Voilà, cette spontanéité, cette joie de vivre, voilà, ça c'est une vraie qualité, une vraie innocence et de simplicité, de sagesse, et voilà, c'est quelque chose qui est très joyeux, qui devrait être la qualité principale, en fait, la joie de ce côté gauche. Donc le premier chakra en fait n'est pas situé au-dessus de la Kundalini mais en dessous, c'est en fait le point de départ. La Kundalini va reposer sur ce premier chakra qui va être son socle. Ce premier chakra d'ailleurs c'est pas pour rien, il s'appelle le Muladhara chakra en sanskrit. Muladhara ça signifie racine, enfin plutôt support de la racine. La racine étant la Kundalini. Donc c'est vraiment le support de cette Kundalini. Donc plus on aura un premier chakra qui va être bien ancré dans le sol, qui va être bien équilibré, et plus on va avoir une facilité à monter après en vibration et à pouvoir s'élever. Donc je vous invite très fortement à essayer de méditer sur ce premier chakra et à développer les qualités qui y sont inhérentes. Le deuxième chakra va être au niveau de l'aine, un petit peu en dessous du nombril. Il est situé en fait, pour les femmes, c'est lui qui va gouverner entre autres l'organe de l'utérus. Il est lié à tout ce qui va être créativité. Donc donner naissance, concevoir la vie dans l'utérus, voilà, c'est vraiment la plus belle des choses, et vraiment ça symbolise très fort cette créativité. La plupart des artistes vont avoir développé fortement ce chakra-là, pour aller avoir l'inspiration créatrice d'aller faire des choses. C'est également lié à tout ce qui va être connaissance pure, connaissance des choses, notre désir de savoir les choses, de nous connaître nous-mêmes, de connaître l'univers. Voilà, cet désir, cette soif d'apprendre qui est en nous vient directement de ce chakra-là. Le troisième correspond on appelle le Nabi chakra, il est situé derrière le nombril. Les chakras sont généralement assez proches de la colonne vertébrale, mais à l'intérieur du corps. Pas dans la colonne même, ils sont voilà, plus à l'intérieur du corps. On les retrouve ici, donc juste derrière le nombril. Donc le Nabi chakra correspond à tout ce qui va être paix intérieure, essentiellement. Donc sentiment de bien-être, de plénitude, de satisfaction. Voilà. Avoir un bon Nabi, c'est également le chakra qui va correspondre à l'évolution. Le quatrième centre, le quatrième chakra, correspond au niveau du cœur. C'est ici qu'on va y retrouver, notamment un petit peu sur la gauche ici, symbolisé comme étant l'esprit. L'esprit étant encore une fois notre véritable identité, notre parcelle sacrée qui va être à l'intérieur, notre étincelle de vie, quel que soit le nom qu'on peut lui donner. C'est un chakra qui va développer en fait la confiance en nous,
on va sentir les personnes bloquées ici, ce sont des personnes qui ont des peurs, généralement, qui n'ont pas confiance en elles. Donc arriver à développer vraiment ce chakra-là permet d'aller déjà s'aimer soi et puis aimer les autres. Et lorsqu'on arrive à faire ça, généralement, on n'a plus de peur. Donc c'est un des secrets qui permet de débloquer, de déverrouiller le manque de confiance en soi et la plupart des peurs. Le 5e centre, je suis en train de l'utiliser actuellement, c'est le chakra de la communication, de l'estime de soi également. C'est le chakra également qui, dans la parole, nous permet déjà de respecter les autres et puis de se respecter soi-même. C'est le chakra qui est affecté dans la petite histoire que je racontais avec notre côté judo-chrétien, donc le sentiment de culpabilité nous affecte sur ce chakra essentiellement ici, un petit peu sur le côté gauche. Chaque chakra, en fait, je ne vais pas aborder ce thème-là, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais chaque chakra va avoir 3 aspects, si on veut un peu rentrer dans le détail. Il y a toujours un aspect qui est propre au canal central, il y a un aspect qui va être propre plus au canal gauche, il y a un aspect pour le canal droit. Par exemple ici pour le Vishuddhi chakra, pour le chakra de la communication, de la gorge, l'aspect gauche c'est le sentiment justement de se respecter soi, c'est-à-dire de ne pas se sentir coupable. Le chakra droit, sous son aspect du côté droit, ça va être le fait de respecter les autres, et l'aspect central c'est essentiellement aussi la capacité que l'on a d'être détaché des choses, d'être témoin des choses, de ne pas réagir par rapport aux choses. Le 6e centre, lui, va nous permettre en fait de développer la qualité essentielle qui est le pardon. C'est un pardon qui doit être double, c'est-à-dire ça consiste à se pardonner déjà à soi-même et puis à pouvoir pardonner aux autres. Voilà, il faut savoir que si on ne pardonne pas, on ne fait rien à l'autre, par contre nous ça nous bloque, ça nous empêche d'évoluer et on ne se sent pas bien. Le fait de pardonner, voilà, on peut se libérer de tensions intérieures et j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est voilà, pardonner, il n'y a rien de mieux. Le 7e centre, c'est une agrégation de toutes les autres qualités. On l'appelle aussi le chakra de couronne, qui est situé donc au niveau de la fontanelle. Et voilà, donc c'est le chakra qui permet de rentrer dans l'état de conscience sans pensée, puisqu'il est au-delà du mental qui est plus ici au niveau du 6e centre. Donc voilà pour les qualités vraiment essentielles de ces 7 chakras. Je vous invite à aller suivre, si vous le souhaitez, des cours plus approfondis de Sahaja Yoga. Ils vont vous apprendre en fait beaucoup plus de choses au niveau de ces chakras-là et apprendre également à les rééquilibrer. Alors qui est vraiment du rééquilibrage fait avec du yoga, qui n'est pas du tout de la bioénergie telle que je vais vous l'enseigner dans quelques cours, mais qui est quand même très complémentaire. En tout cas, c'est pas pour rien que j'ai pratiqué ce yoga pendant 20 ans, et ça m'a donné de très très bonnes bases, en tout cas dans mon ressenti et dans mes connaissances également. Donc voilà, je vous invite à faire ça, en plus c'est gratuit, et les gens sont vraiment des gens de grande qualité. Si ils vous enseignent ça, ils ne le font pas avec une arrière-pensée, ils le font pour partager quelque chose qui leur a fait beaucoup de bien et qui n'ont qu'une envie en fait, c'est de partager en fait le bien-être qu'ils ont ressenti derrière ça. Il est temps d'aborder maintenant la partie finale de ce cours qui est un peu quelque chose de magique, j'ai pas d'autre mot. L'énergie de la Kundalini, c'est une énergie qui est sacrée, j'ai pas d'autre mot pour la décrire. Sacrée pourquoi? Parce qu'elle est déjà elle est dans une très haute fréquence, elle a une douceur, une profondeur qui est incroyable. C'est une énergie qui est consciente, qui est j'ai envie de dire vivante quelque part. Je ne sais pas trop comment qualifier ça, mais voilà, on peut s'adresser à elle. C'est une énergie qui est résiduelle, c'est-à-dire c'est elle, lorsque l'on s'est incarné dans ce corps, qui est venue en fait préparer le terrain, on va dire ça comme ça. Et le reste de cette énergie qui a préparé le terrain est venue se lover en fait. Elle s'est enroulée 3 fois et demi dans l'os du sacrum, l'os triangulaire qui est à la base de la colonne vertébrale. Alors pour info, pourquoi sacrum, os sacré? C'est les Grecs qui l'ont appelé ainsi. Parce que lorsque l'on brûle un corps, c'est le dernier os à brûler. Donc ils avaient senti que cet os était vraiment particulier. Donc voilà pourquoi cette appellation d'os sacré. Cette énergie, elle est composée de 1000 fibres. Donc généralement, on dit que lorsque ces 1000 fibres s'éveillent, c'est l'illumination. Alors malheureusement, c'est pas ce que je peux vous promettre pour cette expérience, j'aurais bien aimé. Mais l'illumination ne peut arriver que lorsque les portes sont totalement grandes ouvertes, c'est-à-dire que tous vos chakras sont bien ouverts et que vous avez pleinement développé toutes les qualités qui y sont associées. Sauf si vous êtes un très grand sage, ce qui est ma foi possible, il y a des chances que quelques portes soient plus ou moins fermées, bloquées, partiellement. Donc la Kundalini ne pourra pas monter de ces 1000 fibres, elle va monter partiellement, mais suffisamment déjà pour nous donner des choses intéressantes.
C'est une énergie qui est consciente. Elle nous connaît parfaitement. Elle sait qui on est et elle nous connaît intérieurement sur le bout des doigts. Elle va en fait nous accompagner dans un nettoyage et un rééquilibrage. C'est elle qui va faire les choses toute seule. Vous le verrez dans mes différentes méditations. J'en proposerai d'autres à l'issue de l'expérience qu'on va faire dans un instant, mais il y en a déjà une qui est sur ma chaîne YouTube pour permettre de mieux s'ancrer dans le sol. J'en proposerai d'autres qui vous permettront d'avoir un petit guide et vous aider en tout cas au début à pratiquer cette méditation chez vous tranquillement. Donc elle est consciente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous adresser à elle. Elle va répondre. Alors, ne tendez pas à recevoir des voix ou c'est pas comme ça, mais si vous lui demandez par exemple de venir nettoyer un blocage qui va être au niveau du cœur, je sais pas, vous avez une peur par exemple, vous lui demandez de venir dans votre cœur, de venir vous aider à débloquer cette partie-là. Vous allez avec un peu de pratique la sentir monter en vous, la sentir venir dans le cœur. Elle va presque serpenter. C'est très très doux quand ça arrive. Bon, c'est une brise fraîche. On l'appelle aussi le feu frais. C'est du feu parce que ça danse un petit peu comme du feu. Et c'est très frais, donc très très agréable en fait, lorsque ça arrive. Avec d'y penser, d'en parler, j'ai des petits frissons qui arrivent. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de ressentir ça. Et voilà, c'est quelque chose de très plaisant. Et donc il suffit de lui demander quelque part de venir nous aider à débloquer quelque chose et elle le fait. Elle le fait avec une infinie patience et amour. Et plus on a confiance en elle, plus on va lui dire, ben voilà, je te remets ce problème-là, et spontanément, les choses sont libérées. Donc après, c'est une question de foi aussi, donc on sort un peu de la bioénergie, mais voilà, ça marche aussi beaucoup comme ça, en tout cas à travers le yoga. C'est pour moi une énergie en fait qui va être une aide indispensable à l'équilibre énergétique. C'est une énergie qui alors je vais commencer à aborder des appellations et des thèmes, des concepts en fait liés à la bioénergie. On a en fait deux polarités dans le corps, un peu comme une pile électrique qui a une borne plus et une borne moins. Encore une fois, si je parle de moins ou de plus, de positif ou de négatif, c'est pas du tout un jugement dans le sens où il y en a une qui est bonne et l'autre mauvaise. Les deux sont bonnes. C'est juste pour comprendre qu'il y a une énergie qui va être plus yin et l'autre plus yang. Et voilà, c'est vraiment pour le comprendre comme comme de l'électricité, aussi basique que ça. Donc on a une polarité positive, une polarité négative. Nos pieds nous connectent en fait au sol, notamment à travers ce premier chakra dont je parlais il y a un instant, le Muladhara chakra, le chakra racine. Il nous permet en fait de nous ancrer dans le sol. Cet ancrage en fait nous permet de capter l'énergie tellurique qui vient de la Terre, qui est une énergie qui est chargée négativement. Encore une fois, n'y voyez pas de concept mauvais. Voilà, c'est une énergie négative, plutôt yin. À l'opposé, au niveau de la tête, au sommet de la tête, au niveau de la fontanelle exactement, vous allez avoir en fait une autre type d'énergie qui va venir, qui elle va être beaucoup plus yang, qui vient en fait de la ionosphère, qui est autour de la Terre. Et lorsqu'on voit des orages avec des éclairs, en fait, ce sont des échanges d'énergie. Lorsqu'il y a trop d'énergie d'un côté ou de l'autre, voilà, il y a des échanges en fait d'énergie, des rééquilibrages. Quand l'air est humide, quand il pleut, il y a des orages, voilà, c'est là qu'on retrouve ces décharges électriques. Donc vous voyez que les forces qui sont en jeu sont considérables. Ne mettez pas le doigt dans un éclair, ça va vous faire bizarre. Donc voilà, on voit bien qu'il y a des forces qui sont vraiment très importantes. Et notre corps, en permanence, est alimenté par ces deux types d'énergie. On parle d'énergie tellurique et d'énergie cosmique en bioénergie. En fait, la première énergie qui doit être éveillée en nous, c'est une énergie tellurique. C'est elle qui va nous amener en fait à monter en énergie et à nous connecter finalement jusqu'au cosmique. Et c'est le cosmique par la suite qui va pouvoir descendre en nous et venir ramener un équilibre pour qu'on ait ce double aspect tellurique et cosmique. Et trouver l'équilibre qui va être au niveau du cœur. Les trois chakras qui sont inférieurs sont des chakras qui sont beaucoup liés en fait au tellurique. Et les trois chakras supérieurs sont des chakras qui sont beaucoup plus liés au cosmique. Et il y a un chakra qui est entre les deux, qui est le chakra du cœur, qui lui est le juste équilibre entre le cosmique et le tellurique. Et c'est essentiellement là que beaucoup de choses vont se passer sur le plan vibratoire. On abordera ce thème plus en détail prochainement. Donc, pour en revenir à cette Kundalini, telle que je perçois les choses, avec 20 ans de pratique de yoga et quelques années maintenant de pratique aussi en bioénergie, je m'aperçois qu'en fait, si on n'avait pas cette Kundalini, l'énergie tellurique pourrait être tellement forte qu'elle pourrait vraiment endommager quelque part notre système. C'est comme si, comment je pourrais dire ça? Imaginez que vous avez une installation électrique avec des tout petits fils et puis vous branchez du 220 volts dessus, bah, tout va cramer, tout va griller, parce que vous n'aurez pas des câbles suffisamment épais pour aller absorber les quantités d'énergie qui peut passer.
Donc, les personnes qui s'amusent parfois à faire des choses sur le plan énergétique sans savoir ce qu'ils font, et qui vont forcer des expériences ou des phénomènes énergétiques, parfois peuvent s'y brûler les doigts. Donc, c'est le fait de travailler avec la Kundalini, en fait, on va travailler avec une énergie qui nous connaît, qui connaît nos capacités, qui sait exactement jusqu'à quelle intensité on peut travailler, et qui va tout calmer, tout tempérer, et faire en sorte que les montées d'énergie soient toujours très très douces, très progressives, et qu'on ait à chaque fois tellement d'amour à l'intérieur qui circule quand ces phénomènes apparaissent, que c'est que du bonheur et que du bien-être. Donc c'est vraiment comme c'est une énergie très maternelle, la Kundalini. Voilà, elle est un peu comme une mère intérieure. Donc elle va être là vraiment, on est comme son enfant, elle va nous aider et nous accompagner, nous tenir la main en fait au début pour faire que ces énergies soient très très douces, très en équilibre, et voilà, nous conduisent sur le droit chemin. Donc je la vois maintenant beaucoup plus comme un catalyseur finalement. Je ne pense pas que ce soit elle. Alors je dis ça, c'est vraiment mon état de connaissance et de ressenti actuel. Je ne la vois pas comme étant partie prenante réellement du processus énergétique, mais vraiment comme un catalyseur. C'est elle qui permet que les choses se passent, et c'est elle qui permet en fait que tout se connecte bien et que ça se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc elle est voilà, une aide précieuse qu'il faut savoir utiliser, et encore une fois, il suffit juste de lui demander. Il n'y a aucune expérience magique, voilà, juste soyez honnête avec elle, demandez-lui son aide, et vous allez voir ce que vous obtiendrez, c'est juste magique. Donc voilà, cette énergie qui agit comme une mère intérieure, c'est elle elle va actionner en fait deux choses. Elle va activer en fait en nous spontanément l'état de méditation, lorsqu'elle va nous amener en fait jusqu'au niveau cosmique ici, pour qu'ensuite l'énergie puisse redescendre. Spontanément, on va se retrouver dans un état de méditation, sans qu'on ait besoin de forcer. Le mental va se calmer, notre ego, notre super-ego vont se résorber, et, donc on aura cette capacité d'aller rentrer dans cette dimension que l'on appelle la conscience sans pensée, ou l'état de méditation. Une chose qui va également se passer, c'est que cette Kundalini va activer des perceptions que l'on n'avait pas forcément auparavant. Lorsqu'elle est connectée, ces fibres en fait vont nous amener un certain type d'information directement sur un plan physique. Sur les schémas en fait je vais les remettre en place ici pour qu'on puisse le voir, on retrouvait en fait des correspondances entre nos doigts. Il y a les numéros sur les doigts et les paumes de la main et les différents chakras. En fait, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, on va avoir en fait un lien direct. Et suite à l'expérience d'éveil de cette Kundalini, vous allez vous apercevoir que vous allez commencer à sentir des choses sur vos mains. Vous allez sentir des picotements, des petits fourmillements. Ici, si vous sentez un picotement ici, ça correspond en fait au premier chakra. On a le deuxième chakra qui est là, le troisième, le quatrième, cinquième, le sixième et le septième est au creux de la main. Si c'est sur la main gauche que vous le sentez, ça signifie que c'est le chakra du côté gauche qui a un blocage, un petit problème. Si c'est le picotement sur votre main droite, sur un des chakras, un des doigts, ça signifie que c'est sur le chakra, mais sur le côté droit qu'il y a un souci. Et si c'est les deux mains en même temps, sur les deux doigts, par exemple les deux petits doigts, ça signifie que ça va être sur le chakra du centre qu'il y a un problème, un blocage. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre spontanément vous-même de voir où vous en êtes en termes de chakra, et de voir s'il y a des blocages quelque part. Ça va pouvoir également vous aider beaucoup dans la bioénergie, parce que lorsque vous allez être avec des patients, vous allez pouvoir mettre votre attention sur les personnes et spontanément vous aurez également des informations qui vont vous arriver. Donc partout où vous mettez votre attention, vos perceptions vont changer au niveau des mains. Et avec un peu d'habitude, vous saurez si les personnes vont bloquer ici, 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 etc. Et en connaissant les qualités principales des chakras, ça va vous donner aussi beaucoup d'indications sur comment fonctionnent les personnes et qu'est-ce qui bloque chez elles. Voilà, pour la Kundalini, donc voilà, pour que vous puissiez voir, on a en fait cette os triangulaire du sacrum dont je vous parlais, qui est, voilà, on voit ici au niveau du squelette à quoi il ressemble. Voilà, donc il est vraiment situé à la base de colonne vertébrale. C'est pas le coccyx qui est dessous, c'est vraiment derrière les hanches qu'on retrouve cet os-là et donc cette énergie-là de la Kundalini. Avant de démarrer cette expérience, juste un petit comment je pourrais dire ça, une petite image qui permet de comprendre en fait ce qui se passe à travers ce yoga et quelle est la différence entre ce yoga et beaucoup d'autres yogas. Il y a plein de techniques différentes et de méthodes. Il y a des yogas qui sont très axés sur les postures physiques, d'autres qui vont être beaucoup plus axés sur la dévotion. Voilà, il y a plein de méthodes différentes. Satya Yoga, lui, est très axé sur la méditation, sur le canal central. On apprend juste aux gens à méditer et c'est à travers cette méditation que l'on peut faire beaucoup de choses.
c'est comme si, j'ai envie de dire, auparavant, si on voulait éveiller sa Kundalini, en fait, c'était très compliqué. Il fallait souvent rencontrer un maître, quelqu'un qui ait déjà sa Kundalini d'éveiller, partir peut-être sans doute au sommet de l'Himalaya ou chercher la perle rare, et puis lui demander d'avoir cet éveil. Et avant de recevoir l'éveil, il fallait complètement ouvrir chacun des chakras. Donc c'était un travail de longue haleine, le travail d'une vie. Et lorsqu'on était chanceux, si on avait réussi à complètement ouvrir les chakras, alors le maître pouvait donner cet éveil, on pouvait donc avoir cette montée de Kundalini en un bloc. En moyenne, il est dit qu'il y a à peu près une personne par siècle qui arrivait à atteindre cet état de perfection, j'avais dit, cet éveil qu'a pu recevoir le Bouddha en son temps. Donc c'est très peu. Si on devait tous atteindre cet état, voilà, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Donc on a trouvé un autre moyen qui permettait en fait de... comment je pourrais dire ça? Symboliquement, c'est comme si auparavant il fallait ranger une pièce dans l'obscurité la plus totale. Et lorsque la pièce était parfaitement rangée, qu'il n'y avait plus un gramme de poussière nulle part, que chaque chose était à sa place, que la lumière pouvait venir dans la pièce. La méthode que propose Sahaja Yoga, c'est qu'en fait, on va être capable d'amener la lumière dans la pièce proportionnellement à l'état de rangement de la pièce. Donc c'est pas l'illumination complète qui va avoir lieu, mais on aura déjà de la lumière dans la pièce. Et ça va changer beaucoup de choses. Parce que cette lumière va nous permettre nous-mêmes de voir très vite qu'est-ce qui n'est pas rangé, comment le ranger, voilà, et de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça va nous rendre beaucoup plus indépendants sans que quelqu'un nous dise chez toi il y a ça ou ça qui ne va pas. Voilà. On va avoir cette capacité à être son propre maître et à pouvoir grandir du coup beaucoup plus vite. Donc cet éveil de la Kundalini va nous permettre vraiment d'accéder à un boost considérable sur notre propre évolution spirituelle. Parfait, on va pouvoir commencer cette expérience dont je vous parle depuis un moment. Donc, je vous invite à regarder cette courte vidéo qui va vous montrer un peu plus en détail en fait comment fonctionne cette expérience, qu'est-ce qui va se passer dans un instant, et puis juste après on passe à l'expérience elle-même, voilà, que vous puissiez vivre ça. J'espère que cette vidéo vous aura mis le goût à la bouche donc voilà comment ça va se passer. C'est extrêmement simple, vous allez le voir. On va en fait poser notre main sur différentes parties du corps en disant quelques phrases. Ces phrases sont des phrases clés qui ont un impact vibratoire sur nous, à condition qu'on les prononce de manière honnête, sincère et voilà, en conscience, j'ai envie de dire, pas machinalement, mécaniquement. Je vous donnerai des phrases au fur et à mesure après pendant l'expérience. Et l'expérience, il vaut mieux la tenter, la réaliser les yeux fermés pour qu'elle soit plus intérieure et que vous soyez plus à même en fait d'être dans le ressenti de ce qui va se passer et de ne pas être distrait par tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. Néanmoins, n'hésitez pas à ouvrir les yeux si vous êtes perdu. Voilà, ma vidéo va vous guider aussi sur quoi faire. Mais voilà, n'hésitez pas à fermer les yeux. Je vous guiderai en fait tout au long de l'expérience et vous pourrez après la reproduire autant de fois que vous voulez. Voilà, ça peut être un excellent support de méditation. Et puis n'hésitez pas à la partager encore une fois de plus. Ce cours-là est totalement gratuit. Donc ici, le principe de base, ça va être quoi? Ça va être en fait d'ouvrir la main gauche pour venir capter en fait une énergie qui est partout, qui est dans le vide. Donc on garde la main gauche ouverte, la paume posée sur votre cuisse. Le dos de la main posé sur la cuisse et la paume vers le ciel. Et c'est la main droite qui va venir se poser sur différentes parties du corps. Et on va donc donner quelques phrases clés donc, sur chaque partie différente du corps. On commencera par mettre la main sur le cœur, puis on descendra la main à gauche du nombril, juste sous les côtes. Ensuite, on mettra la main un peu plus bas au niveau de l'aine, c'est-à-dire la partie, l'angle qui est formé à travers entre
l'abdomen et la cuisse, donc près des hanches. Euh, on va ensuite remonter à gauche du nombril, puis on remontera sur le cœur. Ensuite, on mettra la main à gauche du cou, avec la pointe des doigts sur la colonne vertébrale. Alors, en dégageant bien, on pourra même tourner un petit peu la tête pour bien dégager cette zone du cou. Ensuite, on mettra la main derrière la tête. On bascule un petit peu la tête derrière. On mettra la main également sur le front, comme ceci. Et puis on finira avec la main sur la fontanelle. C'est l'os en fait qui n'est pas dur chez les enfants quand ils sont en bas âge. Et puis on va ici appuyer, faire une extension des doigts vers le haut, et on va masser ce cuir chevelu en appuyant un peu fortement sans exagérer, mais voilà, qu'il y ait un bon contact, et faire coulisser en fait la peau du cuir chevelu sur le crâne, voilà, pour faire ce massage dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que vous imaginez que vous avez une montre avec une trotteuse qui est posée sur le sommet de votre tête, et vous regardez comment on tourne les aiguilles, voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faudra tourner. Et puis pour finir, on montera la main de quelques centimètres au-dessus de la tête. Donc voilà les différents endroits où poser la main. Je vous invite à retirer vos chaussures si vous en avez, pour être plutôt pieds nus sur le sol, pour augmenter encore cet aspect tellurique, de pouvoir vraiment être en contact avec la terre, puisqu'on va utiliser ces énergies telluriques. Voilà, et je vous invite à être attentif sur tout ce qui va se passer sur le plan énergétique. Ceux qui ont déjà fait des cours de clair ressenti avec moi précédemment, vous allez voir que vibratoirement, il y a des choses qui vont se passer, qui vont être très intéressantes. Et voilà, juste enjoy le moment, c'est une belle expérience, et c'est quelque chose qui, en tout cas, à titre personnel, a vraiment changé ma vie. Il y a plus de 20 ans que ça, et voilà, et j'ai toujours pas lâché depuis, tellement ça a été riche d'enseignements. Très bien, pour commencer donc, je vous invite à mettre votre main gauche, comme je vous le précisais tout à l'heure, paume vers le ciel, posée sur votre genou, votre cuisse, et la main droite va commencer donc à se mettre sur le cœur. Vous pouvez fermer les yeux pour être plus à l'intérieur de vous-même. Voilà, et on peut commencer l'expérience. Première question à se poser, suis-je l'esprit? L'esprit, encore une fois, c'est notre véritable identité, notre parcelle divine à l'intérieur de nous, donc suis-je l'esprit? Juste posez-vous la question. Est-ce que je suis ce corps physique? Est-ce que je suis ce mental, ces émotions? Est-ce que je ne suis pas quelque chose de plus que ça? Et ce petit plus, voilà, c'est l'esprit, cette conscience. Suis-je l'esprit? On va descendre la main à gauche du nombril, à gauche de l'abdomen. Et là, on va poser la question, suis-je mon propre maître? Suis-je le maître de ma vie? Est-ce que c'est vraiment moi qui prends mes décisions? Est-ce que je suis influencé par 36 000 choses? Mon ego, mes conditionnements, la pub, tout ce qui est la société. Voilà, suis-je mon propre maître? On va descendre la main au niveau de l'aine, la partie inférieure de l'abdomen, sur le côté gauche. Et là, on va indiquer dire une phrase qui va entamer en fait le processus d'éveil de la Kundalini. Et là, tout dépend de notre désir, de notre ferveur. On peut demander, suis-je la connaissance pure? Est-ce que j'ai cette connaissance qui est en moi, quelque part? Est-ce que je suis ça? Je suis cette connaissance pure. On peut simplement aussi dire la phrase, donnez-moi la connaissance pure. Et ce désir d'avoir cette connaissance pure, ce désir-là, est vraiment le moteur de l'éveil de cette Kundalini. Donnez-moi la connaissance de chaque chose, la connaissance de moi-même, la connaissance du monde. On va remonter la main au niveau à gauche du nombril, toujours sur l'abdomen du côté gauche. Et là, on va dire, je suis mon propre maître. Cette fois, on l'affirme. Je suis mon propre maître. On va monter la main sur le cœur. Et on va pouvoir dire maintenant, je suis l'esprit.
Je vous invite maintenant à placer votre main droite à gauche de votre cou, la pointe des doigts sur la colonne vertébrale, et vous tournez un petit peu la tête sur la droite pour bien dégager cette partie du cou. Et là, on va dire une phrase qui fait beaucoup de bien en Occident, on va dire « Je ne suis pas coupable ». Quelles que soient les erreurs que j'ai pu commettre dans le passé, je ne suis pas coupable. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est à travers nos erreurs que l'on peut apprendre et grandir. On ne peut pas grandir à travers un livre. C'est l'expérience qui fait grandir. Et l'expérience de faire des erreurs, c'est ça qui fait grandir. Dites à un enfant qu'il ne faut pas toucher une flamme parce qu'il va se brûler. Ok, il va le comprendre, mais il finira par toucher la flamme. Et quand il verra que c'est chaud, là il comprendra vraiment. Il saura. Il aura fait l'expérience. Maintenant, s'il se sent coupable d'avoir touché la flamme, ça ne sert à rien. C'est grâce à ça qu'il a pu comprendre et grandir. Donc, tant qu'on prend de manière positive nos expériences et qu'on arrive à en grandir, on n'a aucun besoin de culpabiliser. Ça nous bloque, au contraire, la culpabilité. Donc dites-le du fond de votre cœur, je ne suis pas coupable. On va monter maintenant la main au niveau du front. On peut basculer très légèrement la tête sur le devant. Et là, on va pouvoir dire « Je pardonne à tout le monde. Et je pardonne également à moi-même. » On va mettre la main maintenant derrière la tête, basculer la tête légèrement en arrière. Et on va pouvoir dire simplement « Pardonnez-moi pour toutes les erreurs que j'ai pu commettre dans le passé. » On peut demander pardon à cette énergie de la Kundalini, mais sans culpabiliser, puisque c'est grâce à ces erreurs qu'on a pu grandir. Mais juste par humilité, demander quand même pardon, dire voilà, je suis désolé si j'ai fait ces bêtises-là. J'ai quand même pu apprendre grâce à elle, pardon, mais voilà, juste pardonnez-moi si j'ai fait des bêtises. Et puis on va mettre la paume de la main sur la fontanelle, en massant le cuir chevelu 7 fois, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là on peut s'adresser à cette Kundalini, à cette énergie, et lui demander « S'il vous plaît, éveillez-vous en moi. » Et là, notre désir, encore une fois, c'est vraiment le moteur de l'expérience. S'il vous plaît, éveillez-vous en moi. Permettez-moi de sentir votre éveil. Permettez-moi d'obtenir ce que l'on appelle la réalisation du soi. Permettez-moi de réaliser mon soi, qui je suis. Puis on va monter la main de quelques centimètres au-dessus de la tête, 5-10 cm. Et on peut demander maintenant, établissez ma réalisation du soi. On peut redescendre la main. Je vous laisse savourer cet instant quelques minutes. Essayez de voir comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez une paix intérieure? Est-ce que vous sentez ce silence à l'intérieur de vous? Il n'y a plus de pensée. Spontanément. Vous êtes conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes capable de sentir le sol sous vos pieds, ou votre chaise, ou sentir l'environnement, les bruits, les odeurs, votre corps, le cœur qui bat, votre respiration. Tout est conscient. Vous êtes même hyper conscient de votre environnement, totalement au présent. Et ça n'appelle aucune pensée. Vous pouvez essayer de remettre votre main droite au-dessus de la tête, de quelques centimètres.
Et regardez si vous sentez comme un souffle frais ou tiède, sortir du sommet de la tête, au niveau de la fontanelle. Cherchez un peu plus en haut, un peu plus en bas, plus derrière ou plus devant, vous devriez percevoir une zone avec cette énergie qui sort. Puis essayez de changer de main, posez la main droite, paume vers le ciel, essayez de sentir avec votre main gauche. Parfois on va sentir beaucoup plus avec une main qu'avec une autre. On peut sentir frais dans une main et chaud dans une autre. Normalement, ce que l'on ressent, c'est une brise fraîche. Si la brise est un petit peu tiède ou chaude, c'est que cette énergie de la Kundalini est en train de nettoyer les choses. Et lorsqu'elle aura fini son travail de rééquilibrage, elle deviendra fraîche. Vous pouvez reposer vos deux mains. Essayez de maintenir votre attention là où était votre main précédemment, au-dessus de la tête, à une dizaine de centimètres au-dessus de votre tête. Et écoutez ce qui se passe là-haut. Quand votre attention arrive à être à cette hauteur, sans forcer, vous approfondissez en fait votre état de méditation. Voilà, plus tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que vous avez fait une très agréable expérience. Je vous invite à même mettre, pourquoi pas, cette vidéo sur pause et à continuer à rester dans cet état encore quelques minutes, quelques heures si vous le souhaitez. Généralement, on s'y sent très très bien. Si vous voulez refaire cette expérience, voilà, n'hésitez surtout pas, vous pouvez la faire autant de fois que vous le souhaitez. Une fois qu'elle est faite, une fois, cette énergie de la Kundalini est éveillée. Donc on peut refaire l'expérience, mais elle ne va pas forcément être plus éveillée. Voilà, c'est le protocole à suivre si on veut faire cet éveil de manière très très douce, très simple, comme vous l'avez vu. Voilà, je vous invite vraiment à pratiquer cette méditation ou à spontanément vous mettre dans cet état-là, à placer votre attention au-dessus de la tête pour arriver à approfondir cet état de méditation. Encore une fois, le pourquoi de ce cours, c'est essentiellement de vous apprendre à être en état de méditation, à vous montrer comment y rentrer. Lorsque vous êtes en état de méditation, vous êtes au-delà de vos pensées, au-delà de vos conditionnements. Ça signifie que vous n'avez plus votre filtre du mental qui va déformer tout ce que vous allez tester ou faire en bioénergie. Ça signifie que si vous faites un clair ressenti sur n'importe quelle chose que vous voulez tester, si vous voulez tester votre biochamp, le mental ne sera plus là pour interférer. Ça veut dire aussi que lorsque plus tard vous allez apprendre à utiliser votre antenne de l'échelle pour aller tester différents produits ou rééquilibrer les personnes dans les cours de bioénergie, vous serez encore une fois au-delà des pensées. Et vous allez être capable de percevoir des choses et d'aller vraiment au cœur des choses. Et vous allez être beaucoup plus efficace dans votre bilan de bioénergie. Et après, au-delà de la bioénergie, cette expérience vous permet de travailler également en méditation. Les plus belles méditations que je fais, souvent, c'est simplement en conduisant ma voiture ou en marchant dans la nature. Donc vous n'êtes pas obligé de rester assis comme ça à méditer, vous pouvez faire ça au quotidien. Et j'ai envie de dire même passer votre vie en méditation. On peut tout faire en méditation. Là, je suis en méditation, je peux très bien vous parler et voilà, tourner cette vidéo. Donc voilà, c'est un état d'être qui vous permet après d'être vraiment centré. Pour reprendre ces appellations côté droit et côté gauche, voilà, trouvez le centre. Lorsque vous trouvez le centre, entraînez-vous à y rester le plus longtemps possible, à ne plus en sortir. Et vous verrez que votre vie va être transformée. Et quand en bioénergie, vous allez... là, le protocole était un peu long pour l'expérience de la réalisation du soi. C'est le protocole complet qu'on propose aux gens en bioénergie. Lorsque je fais des bilans aux personnes et que je les rééquilibre, en fait, je vais lever tous les blocages et je vais permettre aux gens d'être complètement centrés. Et l'expérience, elle prend 3 secondes. Parce que les gens sont tellement centrés qu'ils n'ont plus qu'à mettre l'attention au-dessus de la tête et pouf, la Kundalini monte spontanément. Donc ça va très très vite.
Et on ne verra pas dans le bilan, mais je vous inviterai à partager cette expérience par ce biais-là en quelques secondes pour éveiller cette énergie chez les personnes et leur montrer comment être sur ce canal central, comment être en méditation. C'est souvent la petite cerise sur le gâteau que j'offre aux personnes en fin de bilan pour leur permettre de maintenir cet état de bien-être le plus longtemps possible. Voilà, donc je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est de méditer le plus possible. Ce sera autant de bienfaits pour la bioénergie et pour votre vie en général. Partagez cette vidéo, elle est là pour ça. Et puis n'hésitez surtout pas à utiliser les commentaires sur le forum si vous avez des questions, en tout cas pour ceux qui font partie de la formation de l'IBST. Comme cette formation sera également sur YouTube en téléchargement gratuit, donc vous aurez aussi la possibilité de me laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube et voilà, j'y répondrai si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Le prochain cours que j'aurai le plaisir de vous donner sera lié au clair ressenti, donc voilà, ce sera comment ressentir directement en nous les différents blocages, déjà les nôtres, et puis ceux des clients, des patients qui viendront nous voir, et de sentir comment du coup, comment est-ce que les choses sont bloquées chez eux et comment on va pouvoir les aider également. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver sur ce prochain cours et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. À très bientôt, merci. Au revoir.